Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui fait réagir, Be Obsessed or Be Average, de Grant Cardone. On va essayer de décortiquer les idées fortes des extraits qu'on a pu lire. Bonjour. Oui, et pour saisir sa pensée, faut vraiment partir de son histoire, hein. C'est ça. À 25 ans, il touche le fond, addiction, désintox. Et là, un conseiller lui sort que sa personnalité addictive va le perdre. Et lui, au lieu de s'effondrer, il prend ça comme un défi. Il décide d'utiliser cette même intensité, cette obsession, mais pour réussir. C'est le point de départ de tout. Donc pour lui, l'obsession, c'est pas une maladie. Ah non, pas du tout, selon ce qu'on lit. C'est un don, une énergie vitale. Il veut vraiment réhabiliter le mot, le voir comme une focalisation extrême sur ses rêves, ses buts. C'est vrai que le mot obsession fait un peu peur d'habitude. Ça sonne presque négatif, genre hantise. Exactement. Il prend le contre-pied. Il dit même que sa propre descente aux enfers avec la drogue, c'était pas une obsession pour la drogue, mais le résultat d'avoir étouffé son obsession naturelle pour le succès. Faute de guide, quoi. L'énergie s'est retournée contre lui en quelque sorte. C'est ça. Ce à quoi on résiste persiste, comme on dit parfois. Le déclic, c'est après la cure. Il se jure non seulement de plus toucher aux drogues, mais surtout d'utiliser cette nature addictive, cette intensité, pour le succès. Et il commence à écrire ses objectifs, c'est ça? Ouais, frénétiquement apparemment. Rendre sa famille fière, réussir financièrement, aider les autres. Et son premier pas concret, il se jette à corps perdu dans un job qu'il détestait au début, vendeur de voitures. Il détestait ça. Et pourtant, Il y met une énergie folle. Des centaines d'heures de formation, il bosse sans relâche. Et en 6 mois, paf, meilleur vendeur. Ah ouais, quand même. pour lui, c'est la preuve indéniable. Refuser son obsession, c'est se détruire. L'accepter et la diriger, c'est là que tout se joue. C'est vraiment le premier pilier, transformer ce qui est vu comme un défaut en moteur. D'accord. Donc, accepter cette obsession comme une force. Et ensuite, c'est quoi la deuxième grande idée? C'est de déclarer la guerre à la moyenne, ce qu'il appelle l'épidémie de la moyenne. Il est très dur avec la mentalité de la classe moyenne. Qu'est-ce qu'il lui reproche exactement? De viser juste à s'en sortir, à joindre les deux bouts, au lieu de chercher à vraiment prospérer. Pour lui, cette position moyenne, c'est pas la sécurité, c'est une source constante d'inquiétude, de peur. Hmm. Il parle de dette, de difficultés financières. Il peint un tableau assez noir. Et l'entourage joue un rôle là-dedans? Oui, crucial. Cette idée que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si tout le monde autour se contente de peu, ça valide cette ambition limitée. Donc il faut faire gaffe à qui on écoute? Exactement. Et il dézingue les conseils classiques. Ralentis, profite un peu, l'argent fait pas le bonheur, sois content de ce que tu as. Pour lui, ça c'est le discours des quitteurs. Des quitteurs, c'est-à-dire? Ceux qui ont abandonné leurs grands rêves et qui essaient de justifier leur propre abandon en te tirant vers le bas. En gros, son message, c'est n'écoutez pas les gens qui n'ont pas atteint ce que vous visez. C'est radical comme approche. Ne pas écouter les gens normaux, en somme? C'est un peu ça, oui. Il pointe aussi du doigt les distractions modernes, les réseaux sociaux, l'info en continu, tout ce qui nous rend passifs et nous conforte dans cette médiocrité ambiante. Et sa solution? Elle est directe. Coupez tout ça. Débrancher le bruit pour se brancher sur son ambition. Ok. Donc, un, assumer l'obsession. 2, rejeter la moyenne et ses conseils. Et concrètement, comment on fait pour garder cette flamme au quotidien? Alors là, il a une image forte. Feed the beast, starve the doubt. Nourrir la bête, affamer le doute. La bête, c'est quoi? Ce sont tes grands objectifs, ce qui te fait vibrer. Il faut mettre toute ton attention, ton énergie, tes ressources là-dessus. Parce que ce sur quoi tu te concentres, ça grandit. Et affamer le doute. Ça veut dire ignorer les critiques. Oui, activement. Que le doute vienne de toi ou des autres. Il dit que le doute, c'est la forme la plus dangereuse de terrorisme mental. Faut lui couper les vivres. Plus facile à dire qu'à faire, non? Surtout quand ça vient des proches, de la famille. Oui, et il fait une distinction intéressante. Il y a les naisseuses, souvent les proches bien intentionnés. Sa mère, sa sœur, il donne ses exemples. Il conseille la prudence parce qu'ils ont peur pour toi. Leur but, c'est d'éviter le risque. Et comment réagir face à eux? Sa réponse, c'est wow, pas la peine d'argumenter. Atteins tes objectifs et ils finiront par y croire. Parfois, faut juste leur dire gentiment, mais fermement, d'arrêter avec leurs doutes. D'accord. Et l'autre type de critique? Ça, ce sont les haters, les envieux, les jaloux. Eux, leur but, c'est de te voir te planter. Et là, sa vision est presque provocatrice. Ah oui, c'est-à-dire? Il dit,
Si t'as pas de haters, c'est que tu fais rien d'assez grand, rien d'assez visible. Il suggère même de prendre leur négativité comme du carburant et comme de la pub gratuite. Carrément. Utiliser la haine des autres. En gros, oui. Il dit que leurs critiques en disent plus sur leur propre frustration. Pourquoi moi j'ai pas ça que sur toi? Ok, donc ignorer les doutes, voire se nourrir des critiques négatives. Et pour nourrir la bête, les objectifs, ils proposent quoi? L'apprentissage continu, c'est essentiel. S'immerger dans les stratégies, les histoires de ceux qui ont réussi. Lire, écouter des podcasts, aller à des séminaires. Il utilise une image, nager dans le Kool-Aid. En gros, plongez-vous à fond dans cette mentalité de succès. Et il y a cette histoire d'écrire ses objectifs tous les jours. Ah oui, ça, il insiste beaucoup là-dessus. Écrire ses buts quotidiennement, au présent ou au passé, comme s'ils étaient déjà atteints. Il donne des exemples personnels assez fous, non? Oui, il raconte avoir écrit «Je possède 20 appartements au plus» pendant des années, avant même d'acheter son premier immeuble, qui en avait 48 d'ailleurs. Incroyable. Et il a continué 100, 500. Pareil pour l'écriture. Il écrivait «Je suis un auteur à succès» tous les jours, avant même d'avoir écrit une ligne de son premier livre. C'est une forme d'autosuggestion très poussée, quoi. C'est ça, pour programmer son cerveau en quelque sorte, conditionner son esprit à la réussite. Bien, donc on a l'état d'esprit, obsession positive, rejet de la moyenne, focus sur les buts, neutraliser le doute. Après, il parle beaucoup de domination et de contrôle. Ces mots peuvent faire un peu tiquer, non? Oui, mais il les assume complètement. Pour lui, il faut d'abord se dominer soi-même, contrôler ses pensées limitantes, ensuite dominer son temps. Dominer son temps, pas le gérer. Non, le créer, être ultra efficace, prioriser à mort. Il donne l'exemple de passer des moments courts mais hyper intenses avec ses enfants ou d'optimiser ses dîners en invitant des clients. Et dominer l'argent, ça a l'air central chez lui. Oh que oui, c'est crucial. Faut sortir de cette mentalité de manque, qu'il associe souvent à une éducation de classe moyenne ou pauvre, Comment? en étant honnête sur sa relation à l'argent. Remplacer les vieilles croyances, genre l'argent ne pousse pas sur les arbres, par des mantras d'abondance. L'argent est partout et je vais chercher ma part. C'est un changement de logiciel complet. Totalement. Son approche, c'est 95% de l'énergie sur la génération de revenus, 5% sur les dépenses. Faut pas avoir peur de parler d'argent, d'en vouloir beaucoup, d'en gagner beaucoup. Et le contrôle alors? Il préfère ça à leadership? Oui, il trouve leadership trop vague. Contrôle pour lui, ça veut dire avoir le pouvoir réel d'influencer les résultats, les événements. Il dit que ceux qui n'aiment pas le contrôle, c'est soit qu'ils ne l'ont pas, soit qu'ils l'ont mal utilisé. Il faut donc oser prendre les commandes. Exactement. Refuser de prendre le contrôle quand c'est nécessaire, c'est une faiblesse. Il prône l'attitude OK, je m'en occupe. Prendre les rênes, quoi. Et tout ça, ça doit déboucher sur l'action massive, j'imagine. C'est le cœur du réacteur. C'est là que tout se concrétise. Et une de ses idées les plus surprenantes, c'est overpromise and overdeliver. Surpromettre et livrer au-delà. Surpromettre, mais c'est hyper risqué, et si on n'y arrive pas? C'est justement ça l'idée, selon lui. Faire des promesses énormes, des giant claims, ça te met une pression de dingue. Une pression positive qui t'oblige à trouver des solutions, à te dépasser pour être à la hauteur. Il donne des exemples? Oui, les pubs géantes pour Coca ou les burgers qui montrent des trucs incroyables. Ou lui-même affirmant qu'il peut augmenter les ventes de n'importe quelle boîte de 20%. Cette audace le pousse à trouver comment faire. Donc pas peur de l'imperfection au début. Non, l'action d'abord. Lancer, même si c'est pas parfait. On corrige après. Et cette action, elle passe beaucoup par la vente, on dirait. C'est une obsession dans l'obsession. Ah oui, complètement. Pour lui, la vente, c'est la compétence clé, le moteur de tout business. Il faut vendre, aimer vendre ou à apprendre à aimer ça. Et pour bien vendre? Faut être obsédé par son produit, y croire à 200%. Il pose des questions test. Est-ce que j'achèterais mon propre produit au prix fort? Est-ce que j'insisterais pour que ma famille l'achète? Si la réponse est non, Faut changer de produit ou changer d'état d'esprit. voilà. Et pour s'assurer que cette action massive donne des résultats, la mesure, tout mesurer. Les fameux chiffres qui ne mentent pas. Exactement. Suivre les indicateurs clés, appel, rendez-vous, vente, de très près. Parfois heure par heure s'il le faut. Ne jamais baisser les objectifs, toujours augmenter l'action. Et tenir les équipes responsables. Pas de cadeau sur les résultats. C'est ça. Il n'a pas peur du micromanagement si c'est nécessaire pour atteindre les buts. Il parle d'implication forte. Il parle aussi de rester dangereux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire refuser le confort. Le confort, c'est l'ennemi, c'est la mort de l'obsession. La vraie sécurité,
Paradoxalement, elle viendrait de la prise de risque calculée. Sortir de sa zone de confort, en permanence. Pour les idiots. Et Carnegie met tous tes œufs dans le même panier et surveille ce panier. En gros, investis à fond dans ce que tu connais le mieux, souvent ta propre boîte. C'est là que tu as le contrôle et le potentiel max. Il parle aussi d'agir comme si, acte as if. C'est un peu la méthode Coué, ça, non? C'est un peu plus que ça. C'est vraiment incarner dès maintenant la personne que tu veux devenir. Adopter son assurance, sa façon de parler, de penser. Il raconte s'être entraîné à marcher dans des quartiers créneaux avec assurance ou à pitié des deals comme s'ils étaient déjà signés. C'est jouer un rôle pour que ça devienne la réalité. C'est l'idée, modeler sa réalité par son attitude. Tout ça demande une énergie et une persistance incroyables. La persistance, c'est la clé de voûte. Pour Cardone, le seul vrai échec, c'est d'abandonner. Il raconte une anecdote où il était sur le point de tout lâcher et un petit signe l'a fait continuer. Et ça a payé. Oui, il dit que le marché récompense la persistance, pas la perfection au démarrage. Lance-toi, même si c'est pas parfait. Tu corrigeras en route. Il n'y a jamais d'excuse pour abandonner. Mais on peut vraiment atteindre des sommets tout seul, même avec cette mentalité de fou. Non, et ça c'est un point super important qu'il aborde. Faut dépasser le stade du one-man show. Pour faire grand, il faut une équipe. Mais il dit que c'est dur de trouver les bonnes personnes. Oui, parce qu'il trouve que la culture ambiante pousse plutôt vers la moyenne, le désengagement. C'est un vrai défi de recruter des gens qui partagent cette flamme, cette obsession. Et comment il suggère de faire, alors? Déjà, construire une réputation d'excellence qui attire naturellement les talents. Puis, recruter tout le temps, même quand il n'y a pas de poste ouvert. Chercher partout. Voir énormément de monde. S'impliquer personnellement dans les entretiens. Et chercher quoi chez les candidats? Une volonté de faire. Une attitude «je fais ce qu'il faut». La rapidité. Et surtout, une motivation qui va au-delà du salaire. Ils cherchent des gens qui veulent faire une différence, qui ont faim. Ils n'hésitent pas à prendre des profils atypiques. Et si les gens partent? Le turnover, c'est grave? Pas forcément, selon lui. Un turnover élevé, ça peut même être bon signe. Le signe qu'on maintient des standards très hauts et qu'on ne se satisfait pas de la moyenne. Comme une équipe de sport pro qui change de joueur pour rester au top. Faut savoir laisser partir ceux qui ne collent plus. Il faut donc créer une culture d'entreprise très, très forte, très obsédée, elle aussi. Exactement. Le leader doit définir cette culture. Ordre, travail acharné, vitesse, exigence. C'est son entreprise, il insiste là-dessus. Il faut presque dominer la pensée des employés pendant les heures de boulot pour les garder focus sur la mission. Comment? Réunions quotidiennes, communication constante sur les succès, affichage des objectifs partout. Et surtout, le leader doit être le plus obsédé de tous. Montrer l'exemple, toujours. C'est une vision du management intense, on va dire. Très intense, oui. Très directive. Et entièrement tournée vers la performance et l'atteinte des buts. Tout doit servir cet unique objectif. Bon, si on essaie de résumer ce qui ressort de ces extraits. Pour Cardone, l'obsession, c'est pas le problème, c'est la solution pour échapper à la médiocrité. Il faut la cultiver, rejeter tout ce qui l'affaiblit, le doute, la moyenne, les distractions. Prendre le contrôle, agir massivement, sans relâche. Et s'entourer d'une équipe qui vibre à la même fréquence. C'est à peu près ça, hein. C'est une excellente synthèse de la philosophie qui se dégage de ces passages, oui. C'est vraiment une approche tout ou rien, hyper focalisée sur le succès, surtout matériel, et la réalisation d'objectifs très ambitieux. Présentée comme la seule alternative à une vie moyenne. C'est une perspective qui ne laisse pas indifférent. Ça donne clairement à réfléchir à ceux qui cherchent à dépasser leurs limites, même si l'approche est très particulière. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, peut-être pour aller un peu plus loin que les extraits. Cardone présente cette obsession comme une force quasi uniquement positive, si elle est bien dirigée. Mais on peut légitimement se demander où est la limite La limite entre quoi et quoi? entre cette obsession, qui est un moteur puissant, et une fixation qui pourrait devenir déséquilibrante, voire nuisible, pour soi-même ou pour son entourage, même au service de grands objectifs. Est-ce qu'il y a un risque de bascule? Excellente question pour conclure cette exploration. La frontière entre le carburant et l'incendie. Voilà de quoi méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse des idées de Grande Cardone.